Merci. Donc, sans transition, comme il est 11 heures pile, je vous propose qu'on enchaîne directement avec la deuxième table ronde de la matinée, autour de cette matinée, autour des industries vertes dans l'Ouest Hérault. Donc nous allons à présent aborder les dynamiques portées sur le territoire de l'Ouest Hérault, notamment sous l'impulsion du fonds de revitalisation Cameron, avec pour en parler donc Luc Mas. Monsieur Mas, bonjour. Je vous ai coupé en pleine discussion, excusez-moi. Monsieur Mas, vous êtes président d'Innovo Sud depuis le début de l'année. Innovo Sud, qui est une pépinière d'entreprises innovantes dans le territoire biterrois. Vous êtes aussi directeur général de Cameron France. Innovo Sud, qui est dirigé par Alexandra Deciage, je ne sais pas si Madame Deciage est dans la salle, et qui regroupe une vingtaine d'entreprises innovantes. Catherine Beck, bonjour Madame Beck. Donc vous êtes DRH de Cameron France et présidente du nouveau club Stratégie RH, le club Stratégie RH qui est une toute nouvelle structure qui travaille sur la création enfin comment répondre aux demandes pour les emplois de demain, quoi, et à la définition aussi des nouveaux besoins et comment y répondre en tant que DRH. Et Mathieu Dossa, bonjour Monsieur Dossa, vous êtes président d'ITS Fusion. ITS Fusion qui est un réseau d'entreprises créé à Béziers en 2010 par des chefs d'entreprise eux-mêmes. C'est un réseau qui a été créé par des industriels désireux de fédérer leur savoir-faire respectif afin de proposer une offre globale pour l'industrie sur différents secteurs, la sous-traitance, la maintenance industrielle, des travaux neufs, la conception et la réalisation de machines spéciales et outillage. Et Monsieur Dossa, vous êtes aussi PDG de Delta Automatisme et vice-président de l'UIMM Méditerranée Ouest. Et donc Monsieur Katzenmayer qui nous a rejoints. Peut-être Madame Beck, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce club stratégie RH nouvellement créé, et puis refaire un point d'étape sur le plan de revitalisation mené par Cameron depuis 5 ans maintenant sur le territoire. Oui, bonjour à tous. En fait, le lien entre le plan de revitalisation et le club stratégie RH, c'est au commencement le plan de revitalisation. Cameron a toujours été très attaché à son territoire et à reconstruire les baisses d'activité qui ont été engendrées dans notre secteur. Donc on avait un plan de revitalisation qui a été initié en 2017, un objectif de reconstruire 237 emplois, et nous avons aujourd'hui à notre actif plus de 300 emplois reconstruits. Donc ça, c'est un attachement ancré chez Cameron. Et donc dans ce plan de revitalisation... Donc les perspectives ont été dépassées, les oui, objectifs ont été dépassés. Tout à quoi. fait. Et dans ce plan, nous avions un axe très important qui est le développement des compétences sur le territoire. Et il nous a semblé utile pour travailler sur ce point de réunir l'ensemble des RH des entreprises du territoire. Donc des premières réunions, des premiers regroupements ont été créés, et il nous a semblé logique que ça prenne une suite par la fondation de ce club qui a été créé très récemment, en juin 2021, et qui va nous permettre tous ensemble de faire face à tous les enjeux que vous avez entendus il y a quelques minutes précédemment. Donc voilà, c'est notre objectif, c'est de travailler ensemble sur un territoire pour construire un avenir magnifique, hein, avec Genvia, avec des emplois directs, des emplois indirects, et partager entre nous, être plus efficace. La fonction ressources humaines est une fonction complexe et dans laquelle des fois on se sent un peu seul. Donc il faut mettre ensemble toutes nos énergies pour être plus efficace et être prêt pour le futur. Alors, ce club stratégie RH, il regroupe, il est axé à industrie, hein, je crois. Alors, et pourquoi déjà? Et pourquoi cette priorisation? Nous avons un territoire industriel. Tout ce que vous avez entendu, ça c'est Luc qui le dit d'habitude, les planètes s'alignent. Nous avons un territoire industriel historique. Nous avons un territoire industriel en devenir.
nous avons un challenge industriel fabuleux devant nous. Donc, favorisons l'industrie. Donc, nous avons choisi d'être axé industrie, mais industrie agroalimentaire, industrie mécanique. Nous restons dans le secteur industriel. Ça veut dire que dans notre sein, nous n'allons pas parler de tourisme, hein, mais il y a déjà des instances pour s'occuper de ça. Par contre, nous allons nous axer sur tout ce qui va être développement de l'industrie. La France a un passé industriel connu, mais elle doit reconquérir sa place industrielle au niveau mondial. Tout ce que vous avez entendu précédemment vous le confirme. Et c'est pour ça que nous avons choisi cet axe. Et quelques noms d'adhérents à ce club stratégie RH? Donc, je vous ai dit, industrie agroalimentaire, nous avons la Salvetta, nous avons Refresco, des industries plus mécaniques, mais nous avons, évidemment, nous avons ITS Fusion au sein de notre club qui regroupe à elle seule 12 entreprises industrielles. Nous avons Perrapelenc, Technilium, EDF Énergie Renouvelable, et voilà, donc un panel assez large. Et en gros, on couvre plus de 26 entreprises. Très bien. Mathieu Dossa, sur ITS Fusion, donc vous étiez 4 entreprises au début, je crois, en 2010. Aujourd'hui, ça a bien progressé. Un petit descriptif du poids d'ITS Fusion aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 12 entreprises, comme l'a dit Catherine, 350 personnes et 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors effectivement, c'est une initiative qu'on a montée en comité restreint au tout début, puisqu'on était 4 entreprises. L'idée, ça a été de réunir nos compétences, de se fédérer pour diversifier nos marchés. Et aujourd'hui, 10 ans après, on est 12 entreprises avec des compétences variées et diverses qui nous permettent de répondre en maintenance technique, multitechnique, en sous-traitance industrielle, en machines spéciales, en solutions d'industrie du futur. Et donc l'idée, c'est qu'ensemble, on est plus fort pour attaquer des nouveaux marchés et remporter ces marchés sur des secteurs qu'on ne connaissait pas auparavant. Alors depuis la création, vous avez développé des différentes stratégies. Vous vous êtes, je ne sais pas à quand ça remonte précisément, mais diversifié sur le secteur de l'aéronautique. C'était peut-être il y a 4 ans, 3 ou 4 ans environ. C'était peut-être pas gagné d'avance de s'attaquer à l'aéronautique, puisque ce n'était pas forcément un marché que vous connaissiez très bien, enfin que les adhérents d'ITS Fusion connaissaient très bien. Comment vous avez fait? Comment vous avez transformé l'essai? Alors historiquement, effectivement, les membres d'ITS Fusion au tout début du projet étaient dans le secteur oil and gas, puisqu'on était tous, pour la plupart en tout cas, la grande majorité sous-traitants de Cameron sur Béziers. Et là, on s'attaque à un nouveau marché, un marché qui est exigeant, qui est l'aéronautique, dans lequel on a une culture qui est proche de zéro. Donc effectivement, ça a pris du temps, mais on l'a fait ensemble en s'améliorant, en étant accompagnés aussi, en étant présents sur des salons comme des salons aéronautiques, qui soient sur Toulouse avec le salon Sian ou ailleurs en France. Et l'idée, c'est qu'ensemble, en montrant une multicompétence et en dépassant la taille critique, puisque le réseau est composé de PME qui ne pourraient pas de façon isolée se faire référencer par des donneurs d'ordre aéronautiques. L'idée là, c'est qu'en mutualisant nos compétences et nos moyens, on a réussi à le faire et du coup à remporter des marchés intéressants et porteurs. Et donc c'est une adaptabilité, tout un historique que vous comptez mettre à profit par rapport à la filière hydrogène, j'imagine? Oui, pas que, mais effectivement, on l'a fait donc sur le secteur de l'eau et de l'environnement aussi, qui est un secteur où il y a besoin de compétences techniques et de sous-traitance technique. Donc pour ce faire, on est présent sur des salons un peu partout en France. On le sera la semaine prochaine sur le salon Energaia à Montpellier. On l'a été il y a un peu moins d'un mois sur le salon Evolution à Paris, le premier salon de l'hydrogène. On l'est depuis plus de 10 ans sur le salon Sian à Toulouse. Aujourd'hui, on est content d'être présent sur Intersud. Il y a Polytech aussi. Il y a Polytech à Lyon. Effectivement, à Lyon. Aujourd'hui, Intersud à Béziers, qui est un salon qui nous tient à cœur et on voit que c'est un salon de qualité. On voit que les rendez-vous qui sont pris sont qualifiés et ça c'est intéressant pour des sous-traitants comme nous. Donc pour revenir à l'hydrogène, évidemment, on s'intéresse à ce qui se passe à Genvia. On serait heureux de faire partie de la sous-traitance de Genvia. Aujourd'hui, on se mobilise, on se met en ordre de marche pour le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire acquérir des compétences nouvelles, acquérir des moyens de production nouveaux pour répondre aux besoins que va avoir Genvia. Voilà.
Luc Mas, pour InnovoSud, la pépinière d'entreprise InnovoSud. Je crois que cette pépinière prend un virage sur les industries vertes depuis la prise de votre présidence, il y a bientôt 1 an. Donc c'est une volonté. Pourquoi? Ben, c'est une volonté parce que Genvia, en l'occurrence. Ce qui se passe, c'est que pour la première fois depuis peut-être des dizaines d'années, toutes les planètes sont alignées, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que au plus haut niveau de l'Europe, au niveau de l'État français, au niveau de la région, au niveau de l'agglo, au niveau des industries, mais au niveau des citoyens aussi, tout le monde a envie que ça se passe différemment à partir de maintenant. Tout le monde a envie de transformer la planète, parce qu'en fait, on parle de réinventer le monde, clairement. Donc pour réinventer le monde, il faut qu'on fasse des choses différemment pour que ça se passe différemment. Donc il paraissait normal, avec les opportunités que représente Genvia, qu'on s'investisse pour pouvoir poursuivre cette initiative qui avait été prise il y a 1 an déjà en arrière de basculer sur la transition énergétique au niveau d'InnovoSud. Et donc voilà pourquoi avec les industriels on s'est impliqué dans Genvia pour soutenir ce projet. Donc ça se traduit par des appels à projets. Il y en a eu un en 2020, un cette année. Quel est le bilan de ces 2 appels à projets? Est-ce qu'il y a des startups que vous souhaitez peut-être mentionner parce qu'elles ont une actualité particulière? Déjà, ce qu'on considère en fait, si vous voulez, c'est que c'est à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Pas uniquement les industriels, pas uniquement les politiques, pas uniquement les citoyens, mais tout le monde en même temps. Et aujourd'hui, il faut arrêter d'attendre que quelqu'un prenne une décision pour savoir comment ça va se passer demain. Et c'est à nous tous, quels que soient nos rôles, même si on n'est pas dans l'industrie, même si on est citoyen, si on est politique, c'est à nous tous de changer la donne. On a ce devoir-là pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, etc. Donc, ce qu'on a voulu faire au niveau d'InnovoSud, c'est promouvoir le fait que les gens puissent avoir des idées. Je pense que ça ne suffira pas. Il faut vraiment que cette nouvelle façon d'aborder le quotidien, elle soit généralisée partout. Tout le monde a des idées, et en fonction des idées qui seront émises, pouvoir les sélectionner, pouvoir les supporter, c'est ça qui va changer demain. Ce n'est pas quelqu'un, je sais pas, dans un bureau ministériel ou ailleurs, quelqu'un, directeur général de Cameron France, dans son bureau ou ailleurs, qui va trouver la solution. Il pourra supporter les gens qui ont des idées. Et chez InnovoSud, justement, ce qu'on a vu par ces appels à projets, il y en avait un l'an dernier, il y en a un cette année, c'est des idées géniales en l'occurrence. Alors il y a des idées qui consistent, on parlait tout à l'heure de mobilité hydrogène sur le canal du Midi. Il y a un projet, une start-up qui travaille sur le fait de transporter des biens sur le canal du Midi par des péniches hydrogène, par exemple. Il y a aussi le fait de moins consommer d'électricité dans des ateliers industriels ou bien dans des bâtiments industriels en mettant en place de l'intelligence artificielle, des capteurs, de la data, intelligence artificielle pour venir manager et anticiper la consommation en comparant avec les données météo peut-être des prochains jours. Il y a aussi le fait de mettre des panneaux photovoltaïques réversibles bifaces, je dirais, en Méditerranée, au large de Sète. Il y a une start-up qui est en train de travailler là-dessus. Donc toutes ces idées-là, si chacun d'entre nous qui avons la possibilité de les supporter, eh ben on s'y met, j'ai envie de dire, ben ça mènera tout un tas de petites solutions qui permettront de changer le monde encore plus vite. Pour 2022, quel nouveau service vous allez mettre en place ou poursuivre? Je crois qu'il y a tout un système de coaching, de mentoring qui a été lancé. Vous pouvez nous expliquer un peu ça? La directrice a mis en place un accompagnement plus, je dirais, depuis quelques années déjà, pas depuis qu'on est là, mais ça avait été déjà démarré l'année précédente. Et il faut, alors un accompagnement plus, ça veut dire que les startups qui sont identifiées et sélectionnées dans le cadre de cet appel à projet ont la possibilité de bénéficier de coaching, de mentors dans le réseau industriel régional, en l'occurrence, aussi des portes ouvertes ou des entrées vers du support financier, vers des banques, vers des avocats, etc. etc. Donc c'est ça qu'il faut cultiver. En clair, c'est que le début en l'occurrence. Ce qu'il faut faire pour être très terre à terre, c'est trouver 150 000 € pour embaucher 2 personnes supplémentaires qui pourront s'occuper de toutes les startups, parce qu'il faut multiplier ces appels à projets. On ne peut pas se contenter dans notre territoire où Genvia va se mettre en place. Genvia, ce sera à terme à l'ambition de devenir aussi gros que Schlumberger. Le siège social, c'est à Béziers.
et les lignes pilotes seront à Béziers. Donc tout l'écosystème va devoir réinventer, peut-être, on parlait d'industrie tout à l'heure, mais tous les services qui sont liés à cette fabrication, à ce transport d'hydrogène. Donc on aura besoin de InnovoSud x10, j'ai envie de dire. Simplement pour que les gens qui auront des idées par rapport à du transport d'hydrogène, par rapport à du service dans le business de l'hydrogène ou de l'industrie de l'hydrogène, puissent faire grandir leurs idées et puis peut-être donner naissance à des entreprises qui amèneront du service à tous les clients de Genvia. Donc c'est ça qu'il faut. Enfin, le challenge, c'est celui-là aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de dire, tiens, on prend InnovoSud et à partir de dorénavant, ce sera comme d'habitude. Ça, on a trop l'habitude de l'entendre, trop l'habitude de le voir. Il faut qu'à partir de dorénavant, ce soit différent. Donc il faut qu'on se donne les moyens de supporter tout ce qui va se passer. Parce que Genvia aujourd'hui commence avec un laboratoire. Genvia, c'est une ligne de production automatique dans un an de ça. Genvia va faire x13 avec cette ligne. Et derrière, il y a des dizaines de milliers d'électrolyseurs, des milliers de containers qui vont sortir du site de Béziers. Donc, sur des péniches, il va falloir assembler tous ces containers avec toute la puissance nécessaire. Ça sera des péniches, ce sera des trains, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais il faut l'inventer tout ça. Et le service chez nos clients, parce qu'une fois qu'il aura son matériel, bien, il voudra certainement en bénéficier de façon le plus optimale possible. Et donc, toutes les idées seront bienvenues. Et c'est ça, le challenge. Donc, il faut que très vite, dans un premier temps, on arrive à faire quasiment un x2 au niveau des 4 personnes qu'on a qui s'occupent de la pépinière. Parce que sinon, on ne sera pas à la hauteur des challenges. Et sur le système de coaching, enfin les coachs eux-mêmes, c'est assez intéressant, je trouve. C'est des entrepreneurs eux-mêmes du territoire. Je ne sais pas si on peut, moi aussi j'en cite, hein, on me l'a dit. Enfin, il y a Pierre-Damien Rochette, par exemple, Mathieu Dossa, je crois, vous faites partie des coachs. Lionel Carayon, mais j'en oublie, il y en a d'autres. Hein. Hervé Barba. Monsieur Barba, ouais. Donc c'est des figures industrielles du territoire. Ça apporte quelque chose, un vrai plus, ça j'imagine, aux créateurs d'entreprises, d'être coachés de cette façon-là. C'est ça, parce qu'en plus d'être coachés par des coachs professionnels, ils sont coachés par des entrepreneurs, pas uniquement industriels, des entrepreneurs. Donc il y a toutes les catégories de métiers qui sont représentées. Et puis par rapport à tous les réseaux qu'on a créés, qu'on voit sur les affiches Intersud, là, il y a la possibilité de mettre en face un futur entrepreneur, un contact qui va pouvoir l'aider dans une thématique qui peut ne pas être industrielle, mais qui pourra être une société de service. Mais on trouvera toujours quelqu'un à mettre en face et quelqu'un qui comprendra ses problèmes, quelqu'un qui va l'amener dans sa société et quelqu'un qui va lui donner des conseils et le suivre dans la durée. Mathieu Dossa, quand vous coachez une start-up, ça peut être sur quelle typologie de conseils? C'est varié, j'imagine, Ouais, ça dépend des cas. Il peut y avoir des sujets techno, ça c'est intéressant quand le porteur de projet apporte une nouvelle techno qui peut être liée à notre cœur de métier. Là, il y a un regard métier dessus qui est assez intéressant et qui permet de nous faire connaître une innovation. Ça fait partie de la veille techno qu'on doit mener au sein de nos boîtes. Et puis on peut apporter notre expertise. Au-delà de ça, je dirais que le fait d'avoir des chefs d'entreprise en face, quand on est une start-up, on va leur aider à donner un cadre pour structurer leur projet, avec les bonnes pratiques managériales, avec des choses simples, comment gérer un fonds de roulement, comment gérer un besoin de financement, par exemple, alors donnant ce genre de conseils, ou comment gérer des employés le jour où ils devront embaucher. Donc voilà autant de sujets qu'on peut développer avec eux et qui sont à mon sens intéressants de traiter. D'accord. Madame Beck, les actions du club Stratégie RH, les premières actions, c'est donc une toute nouvelle structure qui a été lancée en juin. Qu'est-ce que vous pouvez annoncer comme feuille de route? Alors, la feuille de route, elle est immense, vous l'avez entendu. Donc, aujourd'hui, on essaye d'abord de se structurer. On a quelques mois d'existence, de travailler, de partager nos pratiques, mais avec des ambitions toujours orientées vers le territoire. Une des premières actions que nous avons prévues pour la fin de l'année, c'est de partager aussi avec les instances administratives, monsieur le sous-préfet qui doit nous rencontrer pour qu'on puisse partager la vision. Moi, je suis très attachée aussi à partager avec mes collègues des dispositifs gouvernementaux qui sont à notre disposition. Donc, il y a les dispositifs transition collective qui sont des dispositifs complètement adaptés à ce que nous sommes en train de vivre, puisque c'est un accompagnement pour reconvertir des métiers fragilisés vers des métiers porteurs.
Donc ce sont des dispositifs qui peuvent paraître pour des petites entreprises complexes, mais là, moi je me sens prête vraiment à aider l'ensemble des entreprises du club et même voire d'autres à saisir cette opportunité. Nous sommes en pleine transition et nous avons des dispositifs. Je vois M. Sampietro dans la salle, donc je le salue. Donc on travaille énormément avec la directe. J'arrive toujours pas à dire votre nouveau nom, hein, M. Sampietro, la DRETS. Voilà, donc, pour partager ce dispositif parce qu'il est complètement adapté à la situation à laquelle nous vivons. Et ce que je crois pour la suite, pour l'année 2022, vraiment en quoi je crois, c'est que tout est réuni. Et j'en suis ravie parce que dans cette salle, j'ai vu plein de petits badges, mais avec les noms, peut-être pas, mais j'ai vu des établissements scolaires, donc nos étudiants sont là. Nous avons nos partenaires gouvernementaux, nous avons des organismes de formation, donc tout est réuni. La seule chose qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est un maillage pour pouvoir faire émerger les compétences, et vous l'avez dit à la précédente conférence, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des compétences adaptées au challenge qui est en train d'arriver. Donc, les éléments sont là. Il faut réussir le maillage de tous les partenaires, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la DRETS, que ce soit les besoins des industriels et que ce soit de nos jeunes étudiants qui sont là avec nous. Je pense qu'on va attirer beaucoup de jeunes étudiants d'autres régions, mais il y a ceux que nous avons aussi, nos talents qui sont déjà sur le territoire. Et voilà, c'est l'ambition du club aussi. À Cameron, les difficultés de recrutement dont on parle tant, là, de manière générale, je veux dire, ça concerne quel métier particulièrement? Alors, je vais parler excusez-moi, pour le club. Aujourd'hui, il y a toujours des métiers qui sont difficiles, comme la maintenance. Ça reste un métier en tension. Et évidemment, je parle de tout ce qui est 4.0, digitalisation, où là, il y a encore des progrès à faire. Des difficultés, c'est quoi le problème? C'est faire venir des compétences à Béziers, pour parler franc, ou c'est ça le problème, ou la question plus de la profond, mobilité reste entière. Les gens se déplacent peu, donc on a effectivement des difficultés. Et puis, c'est parce que ce sont des métiers émergents avec des nouvelles technologies et qu'on n'a pas forcément toute la puissance de feu dont on pourrait avoir besoin aujourd'hui. D'accord. Vous pouvez revenir sur le dispositif de transition collective, c'est assez intéressant, parce que ce que vous m'aviez dit en préparant cette table ronde, c'est assez révolutionnaire ce dispositif parce qu'on change de philosophie, si j'ai bien compris, hein, vous me reprenez sinon, hein. C'est-à-dire qu'avant, ou peut-être encore un peu aujourd'hui, quand il y a des difficultés, enfin on licencie d'abord et on reclasse après, tandis que là on est plus dans une logique d'anticipation des problèmes, c'est ça? Pour moi, le dispositif transition collective qui a été mis en place en janvier 2021, donc c'est un dispositif gouvernemental tout à fait récent, c'est l'anticipation, puisque c'est préparer et reconvertir des métiers fragilisés vers des métiers porteurs. Et c'est financé par le gouvernement. Suivant l'effectif de l'entreprise, ça peut être financé à 100% pour les moins de 300 et à 75% pour les plus de 300. Donc, excusez-moi, c'est peut-être un peu rapide, hein, ce que je vais vous dire, mais aujourd'hui, ça veut dire que la philosophie, c'est de faire un congé de reclassement avant le PSE. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose dont il faut s'emparer, il faut le saisir, parce que c'est une anticipation par rapport à des métiers fragilisés. Une anticipation des difficultés, comme en santé, il faut manger des fruits pour... Voilà, c'est un peu pareil, quoi. Et si on le travaille d'un point de vue territorial, ça décuple la force de ce dispositif. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait la priorité du club pour fin d'année 2021 et début d'année 2022, le partager avec l'ensemble des entreprises qui travaillent avec nous pour pouvoir le mettre en œuvre le plus... Et les entreprises qui présentent dans la salle ou qui nous regardent sur le Facebook de la CCIRO, qui seraient intéressées, comment elles peuvent vous contacter, simplement, pour avoir plus de précision? C'est un dispositif qui est porté par l'adresse, donc ils peuvent se rapprocher de leur interlocuteur parce qu'ils sont extrêmement dynamiques et extrêmement disponibles
pour aider à porter. Et puis après, moi, évidemment, je reste à disposition. D'accord. Très bien. Luc Mas, pour le Innovo Sud, pour les projets sur les actions prévues sur 2022, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Les actions de 2022, elles sont liées à ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il faut continuer cet accompagnement qu'on a mis en place pour des sociétés qui sont sélectionnées dans le cadre d'appels à projets, en multipliant les appels à projets et en étant capable de fournir cet accompagnement premium. Alors, ça se fera par des appels à projets, ça se fera aussi par de la communication qu'il faut réinventer. Mais bon, plus globalement, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on a tous un plan, y compris Innovo Sud pour 2022. Un plan, peut-être qu'au niveau des institutions, il y a des plans pour faire en sorte qu'on arrive à former des électrotechniciens, des stratèges de structures informatiques ou digitales, etc., etc. Mais je pense que, ou même des plans fonciers ou d'autres, mais je pense qu'on peut tous prendre les plans et tous les jeter à la poubelle. Si on se contente de dérouler les plans qu'on a dans nos têtes, on n'y arrivera pas. Parce que le challenge de Genvia, il est colossal. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais c'est une vallée verte qu'il est question de construire dans ce territoire. Et aujourd'hui, effectivement, quand on discute avec les uns ou avec les autres, tout le monde a un plan et tout le monde est capable de fournir des électrotechniciens, des gens qui sont spécialistes dans le digital ou autre. Mais même aujourd'hui, lorsqu'on veut embaucher, on ne trouve pas ces gens-là. Et demain, je vous le rappelle, Genvia, siège social Béziers, Gigafactory à Béziers, avec tout ce qu'il faut inventer autour, avec toute la supply chain qui doit, ou une grande partie de la supply chain qui doit se positionner localement. Ben, on parlait tout à l'heure de sortie d'autoroute, on peut parler de formation, on peut parler Innovo Sud. Certes, on a un plan pour 2022, mais il est d'ores et déjà obsolète. Et si on le déroule et si on y arrive, on ne sera pas à la hauteur du projet. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Donc, tous, c'est pour ça que je vous garantis que je ne suis pas un rêveur. Quand on regarde la feuille de route de Genvia, c'est une chance exceptionnelle et inouïe. Et ce n'est pas pour rien que le président Macron est venu avec 2 ministres à Béziers. C'est une chance inouïe pour la France. Il s'agit de réinventer, d'être indépendant énergétiquement, d'être autonome. Et ça, on va l'inventer chez nous en Occitanie. Donc, on a déjà tous des plans. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle. Hein. Il faut les prendre, les jeter et les recommencer. Et quand on les aura refaits, on les prendra, on les jettera et on les recommencera. Alors, bon, je reformule ma question. Par rapport à ces défis d'ampleur, quel rôle doit jouer Innovo Sud vous voyez, comment Innovo Sud doit évoluer pour répondre à ces enjeux, vous voyez? C'est ça, se positionne au niveau régional pour être référencé en tant que catalyseur de synergie. Je pense que ces mots sont vachement importants. Il ne s'agit pas de réinventer, il s'agit simplement d'utiliser tous les réseaux qui existent. Mais catalyseur, ça veut dire de multiplier l'efficacité de ces réseaux-là, parce qu'il y a énormément d'initiatives, énormément de réseaux. Moi, je ne les connais pas tous et j'ai du mal à comprendre comment ça marche en y étant dedans. Donc, j'imagine pour les jeunes start-upers, comme ça doit être compliqué. Donc, il est éminemment important. Vous voulez dire des réseaux de pépinières, c'est ça ou de support, d'aide, qui contacter pour avoir cette aide, etc. ou une autre. Donc, il faut en fait qu'on se renforce pour faire encore plus d'appels à projets qui seront prêts à répondre à des besoins des clients de Genvia, qui pourront être aussi des besoins des industriels ou des sociétés de services locales. D'accord. Mais donc, concrètement, nous, notre objectif, c'est de trouver à minima 150 000 € pour avoir 2 accompagnateurs, 2 coachs supplémentaires qui pourront non seulement supporter ces start-upers, mais en plus les guider auprès des banques, etc. etc. Et trouver des financeurs privés. Hein. Vous n'êtes pas forcément dans une logique d'argent public. On a déjà mis, nous, les entrepreneurs qui avons voulu aider Alexandra dans sa mission, on a déjà mis la main à la poche. On continuera à la mettre, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. On parle aujourd'hui de 150 000 €. D'accord. Il y a 2 questions de la salle à travers l'application. Tout simplement par rapport à Innovo Sud, vous, Monsieur Mas, qui contacter et à quelle étape de son projet, si on a une idée innovante? Il faut contacter Alexandra à la pépinière Innovo Sud. Elle a un stand là-bas d'ailleurs avec sa collaboratrice. Mais bon, à tout instant, Innovo Sud, Béziers, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Et à quelle étape du projet? N'importe quelle étape. Ça peut être au tout début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. Elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. En fonction de l'étape dans laquelle votre projet se situe, il y a des accompagnements qui sont proposés et qui correspondent aux besoins. D'accord.
C'était une question de Benjamin Arnaudet, une question de Charlie. Y a-t-il assez de promotion du territoire, du territoire biterrois pour attirer de nouveaux talents? La stratégie d'attractivité du territoire. Alors là, il faudrait peut-être Robert Ménard, le président de Béziers Méditerranée, à cette table ronde. Mais qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous, en tant qu'acteur économique? Est-ce qu'il y a assez de... Et puis peut-être votre regard toulousain aussi, d'ailleurs, nous intéresserait, Monsieur Katzenmeier. Je pense que c'est un axe qu'il faut travailler. Parce que c'est bien dit, ça. Voilà, c'est une façon de dire non. On va dire que c'est un axe de progrès. Vous devriez faire de la politique. Mais non, alors là, je m'en garderai bien. Hein. Mais on a déjà travaillé avec l'agglomération, donc ça fait partie avec d'autres instances aussi territoriales. C'est quelque chose dont nous avons conscience et sur lequel nous avons déjà réfléchi, et il faut prendre action maintenant pour être plus Mais ça attractif. pourrait être quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous aimeriez voir demain mis en œuvre qui n'existe pas aujourd'hui? Moi, si vous voulez, je vous donne un exemple, parce que les talents, aujourd'hui, ça passe par tout ce qui est le net. Donc, moi, j'aimerais, mon rêve, c'est demain, quand on tapera sur Internet, venir travailler à Béziers, qu'il y ait des milliers de sites qui montent sur le logement, sur les actions, pour que les gens qui ont envie de rejoindre notre territoire se sentent accueillis, parce qu'il y aura tous les services dont ils auront besoin. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut effectivement travailler. Je voudrais bien compléter, si je peux. Mais bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire territoire? Je pense que c'est la bonne question, parce qu'aujourd'hui, par rapport aux enjeux et par rapport au télétravail, ou par rapport à cette capacité de travailler de plus loin, en fait, territoire, c'est pas forcément un Béziers, ça peut être l'Occitanie en général, voire plus grand en l'occurrence, parce que, encore une fois, ce qu'il est question de mettre en place là, je ne pense pas que ça rentre tout dans Béziers, pour être clair. Donc c'est forcément la bonne question, c'est y a-t-il assez de promotion pour peut-être l'industrie, pour les projets qui vont se développer ici. Mais si la volonté de Genvia, c'est d'être aussi gros que Schumberger, vous comprenez bien que ça ne rentrera pas dans le territoire de Béziers. Donc c'est peut-être territoire, c'est peut-être Occitanie en l'occurrence qu'il faut voir. Je pense que la question c'était l'Ouest Hérault, hein, la promotion de l'Ouest Hérault. Enfin, en tout cas pour la question. C'est comme ça que je la comprends. Monsieur Katzenmeier ? C'est toujours très difficile de pouvoir attirer des talents, quel que soit l'endroit où on se trouve. Sur Toulouse, on a des difficultés également de recruter et de recrutement, comme partout. Ce qui est important, c'est expliquer les projets, et force de constater que les instances telles que les CCI, les branches, elles font la promotion aujourd'hui des secteurs et des relais de croissance qu'il peut y avoir sur ce territoire. Ça va être relayé, et moi je vous rejoins totalement en disant c'est pas uniquement un job, c'est tout un système qui peut accompagner. Et là, c'est du ressort effectivement de l'agglo de pouvoir en faire à la promotion. Donc comment on peut le travailler, hein? Vous avez une fuite d'eau, donc c'est quand même à suivre. Donc ça, je pense j'avais vu, mais je l'ai pas noté. Ouais, là, c'est cool. Il pleut fort, hein, ceci dit. Il pleut fort. Ouais. Moi, si je suis pas plugué, je vous le dis, avec le réseau CCI et le réseau UIMM, j'ai pas finalement dans mon secteur d'activité aéronautique, j'ai pas forcément vocation à aller voir ce qui se fait sur le territoire du Biterrois. Et je pense que beaucoup de gens sont dans la même position que moi. Alors moi, je m'ouvre parce que j'ai pris et j'ai eu la volonté de m'impliquer sur le territoire, mais tout le monde ne le fait pas. Donc ça, je pense que là, il y a une faiblesse qu'il faut travailler. Je pense que le territoire de la Grande Occitanie est un territoire très riche. Et là où je vous rejoins, c'est sur le fait que les compétences, elles ne seront pas forcément nécessairement localisées à Béziers, mais pourront être étendues. On le voit bien aujourd'hui avec les nouveaux modes de travail qu'on a. Donc ça, c'est un travail qu'il faut mener avec toutes les instances politiques pour sensibiliser. N'oublions pas que les services de l'État déconcentrés, donc les DRETS, les DETS, peuvent
aussi être des vecteurs de relais pour dire attention, là il y a un vrai relais de croissance sur ce territoire-là. Parce que si si on fait un bilan des 2 tables rondes qu'il y a eu ce matin, c'est ce qu'on dit. On dit tout simplement qu'il y a quelque part une activité et une croissance d'activité qui va faire qu'on aura des difficultés de recrutement pour pouvoir atteindre ces objectifs qui sont certes ambitieux mais qui sont réalistes. C'est ce que je comprends. Par contre, ils sont ambitieux. De l'autre côté, on a quoi? On a d'autres industries qui sont aussi très enclins à demander de la main-d'œuvre. Je pense aux ferroviaires. N'oublions pas que sur le territoire de l'Occitanie, on a CAF France qui se trouve à Bagnères de Bigorre et qui aujourd'hui recherche énormément également de personnes. Et ils ont du mal. Et ils sont enclavés dans une vallée en plus au niveau des Pyrénées. Et ils ont le même problème. Donc ça, c'est une réalité. Nous avons également la même difficulté de recrutement sur des compétences hydrogène ou liées à l'hydrogène. Je peux vous l'affirmer, puisque cet après-midi, on fait un point avec notre DRH et avec les équipes de Carole Delga pour voir comment on va pouvoir monter là aussi, dans notre jargon industriel, en ramp-up, c'est ce qu'on appelle en ramp-up, et on a tous ce même problème. Donc ça, c'est une réalité. Donc j'en reviens à un point qui était important, c'est que quand on regarde l'évolution des compétences des métiers, quand on voit les outils tels que transition collective, qui sont des outils puissants et qui ont été accompagnés également par les services d'État, mais également par les structures telles que la mienne, parce qu'on a lancé un PSE, donc nous, par nos obligations réglementaires, on a décidé de s'inscrire dans ces dynamiques-là pour se projeter et pour faire en sorte de donner là aussi des perspectives à des gens qui sont en reconversion. Et là, on peut aller chercher des talents, on peut aller chercher des gens qui ont envie de faire d'autres métiers. Donc tout ça, c'est cet écosystème. Mais l'objet même d'Intersut aujourd'hui, il réunit tous ces éléments-là. Et c'est pour ça que moi, je me félicite de ces 2 tables rondes. Dernier point, moi, que je voulais souligner, parce que je trouve que c'est une initiative, moi, que je porte en tout cas à l'UMM, et tu le sais bien, c'est le mentoring. Aujourd'hui, on l'a dit, on a dans les pépinières d'entreprise, on a des gens qui ont un certain niveau de maturité, qui veulent être entrepreneurs. Et je trouve que c'est beau d'être entrepreneur, c'est bien de l'être. On ne le dit pas suffisamment en France. C'est souvent un gros mot. Et ça, il faut arrêter, il faut le balayer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, et souvent l'entrepreneur, il est seul. Et le fait qu'il y ait du mentoring qui soit fait par des aînés, quand je dis aînés, ce n'est pas dans l'âge, c'est dans la maturité, dans le pilotage d'une entreprise, je trouve que c'est nécessaire. Donc au niveau de la branche, nous le faisons, on accompagne les sociétés et dans toute l'Occitanie. Et je pense que ça, c'est un élément aussi de fertilisation et d'accélérateur. Tout à l'heure, on parlait, il faut être agile et il faut accélérer. Et pour accélérer, il faut maîtriser. Et pour maîtriser, je pense qu'il faut aller chercher les compétences où elles sont. Donc moi, je me félicite de ces actions-là. Donc après, sur le territoire, je sais que le président de la CCI Hérault... On salue l'arrivée d'André Deljarret, président de la CCI Hérault. Qui se bat au quotidien pour le développement de l'économie sur l'Hérault. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on est là, les chambres consulaires, pour amener, on est la maison des entreprises, pour amener à maturité tous ces systèmes-là. Et la maturité, ce sont les hommes qui la constituent. Mathieu Dossa, pour l'attractivité du territoire, pour reboucler avec cette question et les conditions à réunir pour transformer l'essai, je crois que vous identifiez plusieurs grands défis à relever, hein, je crois au nombre de 4, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors juste avant ça, pour parler de l'attractivité du territoire, je voulais dire qu'ITS c'est lié en fait. C'est tout à fait lié. Depuis 10 ans, ITS Fusion est présent sur des salons partout en France pour dire que Béziers est une place forte industrielle. On le fait depuis 10 ans. Donc en termes d'attractivité, on joue notre rôle. Seulement, on s'est senti souvent seul. Parce qu'on le faisait avec nos moyens, on était bien souvent aidés par la CCI. Mais il faut se rappeler que si Emmanuel Macron est venu la semaine dernière sur Béziers, c'est pour un projet industriel. Et moi, je n'ai pas assez souvent entendu parler d'industrie pendant ces 10 ans.
On parlait du bassin bittorin, on parlait de tourisme, on parlait de viticulture, des choses que j'apprécie énormément, bien entendu, et qui font partie de notre territoire. Aujourd'hui, je me félicite qu'on parle enfin d'industrie. Il était temps, j'ai envie de dire. Et du coup, si on veut transformer l'essai, si je puis dire, si on veut convertir ces potentialités, cet alignement des planètes dont Luc Mas parle, ben, il faut encore se bouger. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'il y a un challenge techno à remporter, et ça c'est Genvia qui est en train de le remporter chez eux. Ils ont encore fort à faire, mais c'est en bonne voie. Il y a des compétences, il y a des entreprises fortes à mobiliser, et ça, par le biais de réseaux, comme ITS Fusion, on est capable de fédérer des PME pour qu'elles soient plus fortes ensemble et qu'on s'améliore ensemble. Les compétences, on a parlé du club stratégie RH, on a besoin des jeunes. Alors je suis content moi aussi de voir qu'il y a des jeunes, je crois qu'il y a des jeunes de Jean Moulin, des lycées techniques qui sont présents, voire de l'IUT. On a besoin de vous. Le secteur industriel est un secteur qui recrute. Venez à notre rencontre, venez nous voir, n'hésitez pas. On a besoin que les jeunes restent sur Béziers, fassent partie de nos entreprises et développent l'industrie de demain, l'industrie qui sera vertueuse de l'environnement. On le fera ensemble. Et effectivement, le dernier point, c'est du foncier. Et là, on en revient à l'agglo. Aujourd'hui, Luc n'en a pas parlé, mais Genvia va être un dévoreur de parcelles. Il va falloir que des usines se créent. On parle de Gigafactory. Il va falloir que des bassins de sous-traitance soient créés. On a toujours dit que Béziers avait un potentiel de développement et qu'il y avait du foncier. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Donc là, effectivement, on doit tous se mobiliser et on doit travailler main dans la main avec l'agglo qui doit se saisir de ces questions-là pour qu'on puisse développer du foncier, pour qu'on développe nos entreprises industrielles sur Béziers. D'accord. Sur le foncier, oui, évidemment, il y a la nouvelle loi climat et résilience qui fait qu'on peut moins... ça va être de plus en plus difficile de consommer, consommer du foncier, en quelque sorte. Enfin, ça va être de plus en plus réduit, quoi, pour Béziers, mais c'est pareil au niveau national, quoi. Genvia va consommer beaucoup de foncier, Luc Mas, ou vous pouvez peut-être pas encore tout savoir. Non, on ne sait pas tout, mais aujourd'hui, on cherche 200 hectares. D'accord. Voilà. C'est pas rien. En effet. C'est à peu près ça. Donc c'est peut-être à plus ou moins 20%. On ne sait pas trop, D'accord. puisque, encore une fois, plus le projet avance, plus il s'accélère. Plus il s'accélère, plus il prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, on est sur environ 200 hectares. 200 hectares sur l'agglo de Béziers, principalement, enfin, j'imagine. Le plus proche possible, ouais, de notre site historique. Ouais. Et vous les recherchez à quelle échéance? Parce que ça se trouve pas comme ça, 200 hectares. Tout à l'heure, Capella nous expliquait, on démarre la ligne pilote automatisée, ouais, qui sera fonctionnelle dans un an. Mmh. Donc on sera fin 2022. Et en 2024, on appuie sur le bouton pour fabriquer une Gigafactory qui va sortir des centaines puis des milliers d'électrolyseurs. Donc à ce moment-là, il faudra qu'on soit capable d'avoir les composants pour fabriquer ces centaines et ces milliers d'électrolyseurs. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, comme tu le disais, il faut que la supply chain soit installée localement. Parce que la vocation de Genvia, pour sortir ce matériel-là, ce n'est pas c'est toujours de décarboner l'atmosphère en l'occurrence. Et on ne peut pas imaginer qu'on va mettre des centaines de poids lourds sur les routes. Donc forcément, il faut que la supply chain soit installée localement. D'accord. Et quel écosystème vous envisagez alors justement avec les PME, quelles sont vos attentes par rapport à ITS Fusion? Est-ce que vous avez déjà échangé, démarré un travail collaboratif là-dessus? Quels sont les prérequis? Alors, l'écosystème, on en parle beaucoup de cet écosystème, mais l'écosystème... Il existe déjà, vous allez me dire, mais... Ouais. Voilà, il faut... Donnez-moi juste quelques secondes pour vous dire, s'il y a Genvia à Béziers aujourd'hui, c'est parce que Cameron France, avec tous ses partenaires, a été capable de faire jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires en 2014. Et à ce moment-là, gardez à l'esprit que la moitié des heures qui étaient réalisées par nos partenaires, pas par Cameron France. Ouais. Et ça représente 650 000 heures en externe et 650 000 heures sur site. Donc ce réseau, il existe déjà. Et c'est pas, alors on parle de l'IUMM, de l'ITS Fusion, on parle d'Innovo Sud, on parle de la CCI, on parle de l'Agglo, la région Occitanie. On se rencontre toutes les semaines quasiment. Donc ce réseau, il existe déjà. Il faut continuer à le développer en l'occurrence. Et que ce soit pour le foncier, que ce soit pour la formation, tout le monde est en train de bosser dessus. Donc il faut peut-être
y voir un petit peu plus clair, parce que c'est pas forcément très clair pour nous, on ne sait pas trop qui fait quoi encore, donc il y a des choses qui vont certainement se préciser dans les prochaines semaines. Mais bon, ce qu'il faut garder à l'esprit, je sais que ça fait déjà 2 fois que je le dis, mais je le répète une 3e fois, c'est on a tous des plans certainement, mais les plans, prenons-les, jetons-les et reconstruisons-les, parce que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et vous fondez des espoirs dans ce nouveau monde qui s'ouvre pour Béziers sur la nouvelle agence de développement économique de Béziers Méditerranée pour y voir plus clair, justement, pour reprendre ce que vous venez de dire. J'imagine, Question à 100 sous. Question, enfin, je ne suis pas hyper spécialiste et j'ai pas été hyper impliqué encore et je le souhaite pas forcément. Hein. Je vois pas exactement, encore une fois, comment ils vont s'imbriquer, mais ils seront pour sûr imbriqués dans ces initiatives-là. Oui. D'accord. Et Monsieur Dossa, un mot sur le partenariat, dans l'actualité, le partenariat que vous avez conclu avec l'IUT de Béziers, justement, pour la formation et pour accélérer les choses en matière de formation. Alors sur Béziers, on a la chance d'avoir un IUT où il y a 4 formations intéressantes, dont une formation technique qui était historiquement réseau et télécom. Et là, vous savez que le bachelor s'est transformé, on a un nouveau bachelor. Et donc cette division réseau et télécom a inclus les objets connectés, donc l'Internet of Things et les solutions d'industrie du futur. Donc on a signé ce partenariat. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir intégrer en alternance ou en stage ou en formation les jeunes qui sortent de ce bachelor. Donc on jouera le jeu et on les intégrera avec nos équipes. D'accord, c'est ce que ça va changer concrètement, ce partenariat. Il y aura plus de jeunes intégrés, c'est ça? Il y aura plus de jeunes intégrés et c'est surtout que sur Béziers, on a la chance d'avoir un IUT qui est performant. Aujourd'hui, ils vont avoir la sensibilité technique. Voilà. D'accord. La sensibilité industrielle qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Puisque réseau et télécom, c'était plus pour du tertiaire. Là, ils vont avoir la partie industrielle. Donc on va pouvoir les utiliser dans les liens à nos équipes qui travaillent sur les solutions à l'industrie. Et donc il y a ITS Fusion que vous représentez ce matin. Je crois que vous avez un message aussi au-delà de votre propre grappe d'industrie. Vous souhaiteriez peut-être voir se créer d'autres grappes thématiques et ce qui pourrait être vecteur de business pour l'Ouest Hérault. Oui, alors déjà je commencerai par dire que chez ITS Fusion on recrute des membres. Oui. Parce qu'on l'a dit, on est plus fort ensemble et plus on a de compétences qui sont mutualisées, plus on arrivera à répondre aux besoins qu'on a sur le territoire et ailleurs. Donc déjà ça c'est un premier point. Donc s'il y a des entreprises qui sont intéressées et qui travaillent dans les services à l'industrie, on a un stand dans le pôle industrie du futur. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, on vous expliquera comment fonctionne le réseau. Parce que c'est un moyen de grandir ensemble et de mutualiser des choses pour être plus performant. Et effectivement, au-delà de ça, je milite pour la création de grappes, qui soit industriel ou autre qu'industriel, parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on a fait à ITS Fusion, à notre humble niveau, nous a permis de remporter des marchés qui n'étaient pas gagnés et qu'on n'aurait pas pu faire de façon isolée. Donc pourquoi ne pas réfléchir à structurer des grappes qui soient autour de... On parlait du tourisme, et tout à l'heure j'ai lancé une boutade en disant qu'on parlait que de tourisme ici et de viticulture, mais il peut y avoir des grappes autour de l'agro, de la viticulture qui s'allient ensemble pour porter une offre made in Hérault, une offre made in Béziers. Ça, je milite pour ça et je pense qu'on peut faire des choses. Voilà. On va y travailler en tout cas et on va essayer de... Moi, si on peut faire bénéficier de notre expérience, on le fera avec grand plaisir. D'accord. On a parlé pas mal depuis 1h30 déjà des difficultés de recrutement. Catherine Beck, en tant que présidente là, du club stratégie RH, peut-être comment redonner ou donner encore plus envie aux jeunes pour qu'ils viennent davantage vers les métiers de l'industrie. C'est quoi les clés? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir mis en place? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que DRH? Nous, on travaille sur l'interpénétration du monde de l'éducation nationale et de l'entreprise et de l'industrie. On a, hier matin, on avait un événement avec la fondation C'est Génial, dont le Schlumberger est membre fondateur, qui est faire visiter à nos enseignants le monde de l'industrie, partager les évolutions technologiques. Madame la rectrice de la région s'est jointe à ce groupe d'enseignants pour justement voir un petit peu ce qui se passait. Donc moi, je crois vraiment en ça. Je pense que
le monde de l'éducation et de l'entreprise doivent davantage se côtoyer. Nous avons un partenariat très fort avec le lycée Jean Moulin. Nous travaillons avec le lycée Jean Moulin depuis des années. Nous avons un peu ravivé la flamme dernièrement et on travaille avec les jeunes BTS pour tout ce qui est mécanique, en leur confiant des projets industriels dont ils peuvent voir la réalisation. Donc ça, il faut continuer. Et après, moi, le dernier point, et là, on en a parlé encore dernièrement avec les membres du club, moi, je crois énormément à l'alternance. Je crois énormément au fait que les jeunes doivent trouver une entreprise pour progresser dans leur parcours professionnel, dans leur parcours de formation. Je pense que nous sommes encore très loin des seuils que nous pourrions avoir pour donner à tout le monde, à la fois aux jeunes, une acquisition de compétences, aux entreprises des nouveaux talents. Pour moi, l'alternance, c'est la voie royale pour arriver à résoudre nos problèmes de recrutement et former les jeunes qui ont envie de travailler dans l'industrie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en vois pas apparaître sur les écrans, sur l'écran. Mais n'hésitez pas. Oui, jeune homme. Alors, une question, hein, pas un avis, mais bon, vous n'êtes pas politique, donc ça sera une vraie question. Alors, j'aurais en fait, je suis un élève du lycée Jean Moulin, BTS électrotechnique. Alors, j'aurais deux questions pour Geneviève, une technique. Alors, j'aimerais savoir comment vous faites pour diviser l'hydrogène, comment vous faites pour transformer l'oxygène, enfin l'hydrogène de l'oxygène. En fait, vous avez dit que vous allez diviser l'hydrogène par l'oxygène et vous allez prendre l'hydrogène pour faire une énergie durable. Mais est-ce que cela comment va se faire ça Et après, vous allez acheter des électrolyses, si j'ai bien compris. Et alors vous allez fabriquer. Et cette électrolyse, est-ce qu'elle elle va consommer de l'énergie, n'est-ce pas? Et du coup, vous allez consommer de l'énergie pour produire de l'énergie. Du coup, vous avez... il n'y a pas de logique. Voilà. Et ma deuxième question, c'est M. Macron, il est venu et il vous a donné un chèque de 200 000 euros. Je vous félicite. 200 millions. Et en fait, est-ce que sa venue, elle n'est pas éphémère? Puisqu'il va repartir dans un an. Il y aura la prochaine présidence. Du coup, j'aimerais savoir la continuité. Du coup, vu qu'il va partir, ce sera éphémère. Du coup, est-ce que vous comptez sur ça, sur ce chèque de 200 millions? Voilà. Ok. C'est frappé du saut du bon sens. C'est clair. Merci beaucoup pour cette question. Je réponds en quelques éléments. L'électrolyse de l'eau, la molécule d'eau, H2O. L'électrolyse, elle a plus de 100 ans. Il y a très 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 longtemps qu'on fait l'électrolyse. Et on est capable, en générant de l'énergie, de venir casser les liens qu'il y a entre les deux molécules d'hydrogène et la molécule d'oxygène. Et donc, le matériel que va fabriquer Genvia sur l'usine de Béziers, c'est un matériel qui va, grâce à de l'énergie, effectivement, venir casser les liens de cette molécule H2O. Et donc, d'un côté, on récupérera l'hydrogène qu'on stockera, sous pression ou pas, pour pouvoir l'amener à des distributeurs d'hydrogène, par exemple. Et de l'autre côté, il y aura l'oxygène qui pourra être réutilisé aussi. Donc, en fait, on récupère d'un côté l'hydrogène et de l'autre côté l'oxygène. Dans réaction chimique, une molécule d'eau, H2O, vaporisée, on vient la casser avec de l'électricité, et d'un côté, on récupère l'hydrogène, et de l'autre côté, on récupère l'oxygène. Ça répond à la question ? Ça, c'est la première question. Après, je vais tomber. La deuxième partie de la question, c'était en fait, il faut de l'énergie pour fabriquer de l'énergie. Et donc, est-ce que c'est vertueux au final ? Alors, il faut imaginer, alors c'est pas comme ça que ça va fonctionner, parce qu'en fait, Genvia va fabriquer des électrolyseurs pour construire des gros systèmes
qui vont fabriquer des très grandes quantités d'hydrogène. D'accord ? Mais si je prends un exemple un peu caricatural, si on considère qu'un électrolyseur seul, c'est un cube de 60 cm de côté à peu près. Et cet électrolyseur, si on a par exemple, si tu as une maison dans l'arrière-pays un jour, où tu n'as pas l'électricité, si tu as une éolienne sur le toit ou un panneau photovoltaïque, lorsqu'il fera du vent ou lorsqu'il fera soleil, grâce à cette électricité verte, puisque celle-ci est complètement naturelle, tu vas pouvoir alimenter ton électrolyseur et en mettant de l'eau d'un côté, tu pourras sortir de l'hydrogène et de l'oxygène. Et quand il n'y a plus de vent ou quand il n'y a plus de soleil, grâce à l'hydrogène qui est stocké, l'électrolyseur fonctionne dans l'autre sens et générera de l'électricité. Autrement dit, si tu as une maison dans l'arrière-pays ou sur le Larzac qui n'est pas connectée au réseau électrique, si tu as un panneau photovoltaïque ou une éolienne, lorsqu'il fait du vent, lorsqu'il fait soleil, avec l'électricité que tu crées, tu alimentes le frigo et tu peux avoir les bières au frais. Ça, c'est le premier point. Mais avec l'électricité que tu ne consommes pas, tu la transformes en hydrogène et tu stockes l'énergie sous forme d'hydrogène. Et quand il n'y a plus de vent ou quand c'est la nuit, ton frigo continuera à être alimenté parce que l'hydrogène repassera dans l'électrolyseur qui fonctionnera sous mode pile à combustible et tu généreras de l'électricité et tes bières resteront fraîches. Et faut-il croire les annonces d'Emmanuel Macron? Oui, il faut les croire, bien sûr. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est le président de la République. Donc, le président de la République, quand il annonce quelque chose, c'est le représentant de l'État. Et donc, il fait ce qu'il dit, en l'occurrence. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Je disais tout à l'heure, les planètes sont alignées. C'est-à-dire qu'au niveau européen, il y a un projet qui consiste, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui aussi, c'est l'indépendance énergétique de l'Europe occidentale. On voit bien qu'il y a de moins en moins de pétrole. La France est le premier pays qui a interdit toute recherche de pétrole pour éventuellement le forer, par exemple. Donc il ne faut pas compter sur le pétrole. Dans la mer du Nord, il y aura de moins en moins de permis de forage. Je crois qu'on ne renouvelle même plus les permis de forage. Et petit à petit, ça se passera comme ça dans le monde. Alors, si on n'a plus accès à ce pétrole à proximité, on va acheter du gaz. Acheter du gaz, le prix du gaz explose aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, une dizaine d'années, je crois que la Russie avait fermé le GRT2 qui alimentait l'Europe occidentale en gaz. Et beaucoup de conflits mondiaux aujourd'hui sont dus à des problèmes d'énergie. Donc c'est un projet majeur que de rendre l'Europe occidentale indépendante énergétiquement. Et ça, on peut le faire avec effectivement ces systèmes dont on parle. Donc c'est un projet européen qui est relayé par un certain nombre de pays, et ces pays vont choisir un certain nombre d'entreprises pour venir consolider cette stratégie européenne. Donc clairement, l'Europe a validé ce fonctionnement, la France en a pris acte, a choisi 4 entreprises, et la première des 4 entreprises choisies par l'État, et il y en aura d'autres certainement, à qui ça a été annoncé, c'était Genvia lors de la visite du président de la République. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Parce qu'après, on va passer à l'inauguration d'Intersud. Une question courte, hein, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, donc Guillaume Bollier de la DETS. C'est une question, l'eau est une ressource rare, enfin en tout cas dans sa forme consommable. On parle de production à grande échelle industrielle pour des marchés mondiaux, des besoins en énergie à l'échelle de la planète. Quel est l'impact imaginable sur la ressource en eau elle-même? Alors je dirais que il faudra être prêt à appréhender localement lorsqu'on va construire ces systèmes qui vont produire de l'hydrogène à grande échelle. Alors il y a plusieurs catégories d'eau en l'occurrence. Il y a l'eau de mer, il y a l'eau de pluie, il y a l'eau que l'on rejette au quotidien. Donc dans un premier temps, puisque comme ça a été rappelé tout à l'heure, on est en train de finaliser le design de ces électrolyseurs et de ces modules, il s'agira de faire fonctionner ces process. Et donc on va, pour dérisquer les process et pouvoir, là je mets ma casquette d'industriel en l'occurrence, pour pouvoir être sûr qu'on va définir des fonctionnements idéaux, on va travailler avec de l'eau pure. Mais à terme, il s'agira, et c'est déjà prévu dans les roadmaps, de faire évoluer
le produit pour qu'on puisse utiliser peut-être à terme, je ne sais pas, de l'eau qui sera rejetée par les uns et par les autres et qui sera impropre à la consommation. Donc on redonne une nouvelle vie à ces eaux-là. Donc ça, dans les roadmaps, tout ça s'est intégré. De la même façon, cet électrolyseur, je crois qu'on ne l'a pas dit, il y a 0 terre rare. 0 terre rare. C'est une vraie volonté de décarboner sans pour autant venir générer d'autres problèmes par ailleurs. Donc le construire sans terre rare et donc être indépendant certes énergétiquement, mais pas dépendre par rapport à ces terres rares des Chinois ou autres, ça c'est le premier point. Mais aussi par rapport à l'eau, très clairement, dans les roadmaps, il est intégré, ce dont je viens de vous parler. Merci, Monsieur Mas. Écoutez, Madame Beck, messieurs, merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure là-dessus. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et vous tous d'être venus aussi nombreux ce matin. C'était une très belle surprise.